20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vignot et par Émilien Vinet. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Et c'est une émission spéciale qu'on vous propose comme chaque mois en partenariat avec nos confrères du Parisien. Aujourd'hui en France, qui consacrait ce matin une page à cette anniversaire sanglant de la tuerie du bar du téléphone. C'était il y a 40 ans, jour pour jour, le 3 octobre 1978. Il est pas loin de 20h. Le bar du téléphone, qui est situé à Marseille, dans le quartier, je crois, de la Belle de Mai, est le théâtre d'un règlement de compte terrible. Le journaliste Jérôme Ferracci se rend sur place pour RTL. Cette nuit, le milieu marseillais a connu son plus effroyable règlement de compte. Une véritable Saint-Valentin qui a eu pour théâtre un bar du quartier du Canet, bien connu des services de police pour ses fréquentations douteuses. 20h30. 3 hommes masqués et armés de fusils à canoncier et de pistolets automatiques 9 mm et 11,43 font irruption dans le bar du téléphone. À l'intérieur, 11 personnes. 8 d'entre elles sont attablées, les 3 autres se trouvent au comptoir. Parmi celles-ci, le patron du bar et son épouse. Calmement, les tueurs se dirigent vers leur cible et froidement leur logent derrière la tête les décharges de fusils et de pistolets. La patronne du bar n'a que le temps de fuir par la porte de service. Les tueurs ne s'attardent pas et prennent la fuite dans la nuit balayée par le Mistral. Nous sommes arrivés quelques instants après la tuerie. Un spectacle hallucinant que ce bar jonché de cadavres baignant dans des mares de sang, la face collée sur le carreau, une plaie au bas de la tête. À l'extérieur, une masse de curieux commentant le drame, commentaires entrecoupés de cris et de pleurs des familles des victimes. Ce matin, dans le Parisien aujourd'hui en France, la page consacrée à ces 40 ans de la tuerie du bar du téléphone est signée Geoffroy Tomasovic, qui est mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, d'ailleurs, je voudrais qu'on précise bien les choses. À l'époque, il n'y a pas d'équivalent en France. Un tel règlement de compte n'a jamais eu lieu depuis la guerre. Exactement, c'est pourquoi la tuerie du bar du téléphone est rentrée tristement dans les annales et a marqué les esprits, puisque à l'époque, et depuis, il s'agit de la tuerie la plus meurtrière en France, avec 10 morts donc, et elle a été aussitôt comparée à Marseille avec le massacre de la Saint-Valentin en 1929 à Chicago, perpétré par Al Capone et sa bande, qui avait fait lui seulement 7 morts. D'ailleurs, le Parisien libéré titrait le lendemain de la tuerie, Al Capone dépassé, point d'exclamation. C'est incroyable. C'est dire l'ampleur du... Vous avez voulu revisiter cette affaire, Geoffroy Tomasovic, parce qu'il faut dire aussi qu'elle n'a jamais été totalement élucidée. On va dire qu'il n'y a pas, en tout cas, d'élucidation judiciaire. Non, juridiquement et officiellement, là même, il n'y a pas d'issue, puisqu'il y a eu un non-lieu qui a été prononcé. Il n'y a jamais eu une seule inculpation. Et cela malgré une enquête menée par la PJ de Marseille et sous la houlette du juge Pierre Michel, célèbre pour sa lutte contre la criminalité organisée, notamment les trafiquants de drogue. Qui a été assassiné 3 ans après. Un peu plus de 3 ans après, en 1981, chez lui à Marseille, sans qu'il y ait de lien avec la tuerie du bar du téléphone. Bien sûr. Alors il y a beaucoup d'hypothèses, on va les passer en revue au cours de l'émission. Dans un petit instant, on aura Jean-Louis Pietri. Jean-Louis Pietri, c'est un policier qui était à l'époque à la crime de Marseille, qui est arrivé pas longtemps après ce drame. Et vous avez aussi parlé avec l'un des policiers qui est arrivé, qui vous a dit on pataugeait véritablement dans le sang, quoi. Exactement, oui, c'est un flic qui à l'époque était à la sûreté urbaine, donc était un petit peu le pendant de la PJ, enfin un autre service, un peu concurrent, et il était en patrouille, et donc il est intervenu, il est entré dans le bar. À l'époque, on fixait pas la scène de crime de façon aussi précise qu'aujourd'hui, et effectivement, lui, 40 ans plus tard, se rappelle de corps partout, de sang partout, il pataugeait dans le sang. Il est l'auteur d'une formule qui a fait florès après
un peu avec le sens de l'exagération marseillais, en précisant que les policiers avaient du sang jusqu'aux chevilles. Ouais. Mais c'est pour vous dire, le décor qu'il a découvert, il a comparé ça à Beyrouth. Ouais. Donc c'était effectivement, objectivement, un carnage. Alors, il y a très très peu d'indices pour les policiers, on y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais déjà sur le nombre de personnes qui entrent dans ce bar vers 20h, 20h10, 20h, 20h30, on ne sait pas s'ils sont 3 ou 4. Les tueurs, oui, ils sont 3. Ils sont plutôt 3, ouais. Mais on parle aussi d'un 4e, voire d'un 5e qui les a tournés en voiture. 3 types de balles, exactement, oui. Qui ont été répertoriés par les policiers. Et évidemment, c'est aussi une période qui correspond à une guerre des gangs très sanglante à Marseille à la même époque. Et tout à l'heure, on en parlera avec notre confrère José Darigo, qui lui est un spécialiste, on va dire, de la grande criminalité à Marseille, et qui est l'auteur, d'ailleurs, à ma connaissance, de la seule biographie de Gaëtan Zampa, à qui on a à un moment attribué dans les hypothèses de cette tuerie. Il fallait trouver qui pouvait avoir besoin d'éliminer 10 personnes, et on a évidemment tout de suite parlé de Zampa. On verra ce que José Darigo en pense. Vous parliez de cette mare de sang et de ce policier qui vous dit on pataugeait dans le champ, on avait vu du sang jusqu'à la cheville. Il faut dire que nous avons retrouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL un document qu'on va entendre tout de suite. C'est le témoignage de la femme du patron du bar. On peut dire que c'est une miraculée, puisque elle était sur place, elle a échappé de justesse au massacre, et elle l'a raconté à l'époque au micro de la journaliste d'RTL, Roselyne Arnaud. Tout était très calme. J'ai dit je profite de monter à mon premier étage pour voir si mon chauffage marche. Le temps de monter les escaliers, j'ai entendu des coups de feu de partout. J'ai vu un agresseur, mais il était maquillé sûrement, parce que je pense qu'il avait un bas sur la tête et une fausse barbe. Quand j'ai entendu la fusillade, que j'ai vu qu'il y en a un qui poursuivait ce jeune dans la cuisine, j'ai essayé de lui ouvrir la porte que j'ai sur le derrière, j'y suis pas arrivée. Il lui a tiré dans la tête devant moi. Il m'a regardé. J'ai dit, ça y est, il va me tuer. Et puis non, il m'a regardé fixement, il m'a même pas braqué, il est parti. Il n'était pas seul, parce qu'ils ont tué 9 personnes, madame. Peut-être que ça a duré 3 minutes. Alors, ils ont trouvé 92 douilles et balles dans le bar. Je pense pas qu'il y avait qu'une seule personne pour faire une chose pareille. C'est pas une guerre de gang, parce qu'ils ont tué, finalement, je crois, 5 ou 6 personnes qui étaient vraiment innocentes derrière. Voilà, la tuerie du bar du téléphone, c'était il y a 40 ans, une émission spéciale en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France, et on se retrouve avec Geoffroy Tomasovic et mes autres invités dans un petit instant. Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Qui a pu commanditer cette tuerie du bar du téléphone à Marseille? C'était le 3 octobre 1978, il y a 40 ans, jour pour jour, et avec Geoffroy Tomasovic, le journaliste du Parisien aujourd'hui en France, avec qui on évoquait ce drame le jour où il s'est déroulé. Il est clair que on n'a pas encore de réponse, en tout cas judiciaire, à cette question, mais beaucoup de gens ont une opinion là-dessus, d'abord, et il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont, on va dire, certainement plus proches de la réalité que d'autres qui sont carrément fantasmatiques. Vous avez, pour les besoins de cette enquête, Geoffroy Tomasovic, également contacté une avocate qu'on va entendre tout à l'heure vers 20h45, qui s'appelle maître Eliane Keramidas, du barreau de Marseille, et elle connaissait pratiquement l'ensemble des familles des victimes.
C'est ça. En fait, elle avait parmi sa clientèle, elle connaissait pratiquement toutes les familles des victimes. Ouais. Elle les comptait. Alors, il y avait des petits délinquants ou des gens qui n'avaient rien à voir avec les affaires de justice ou de police. Et elle les connaissait. Et le soir même où elle a été avisée du massacre, elle est rentrée dans le dossier, comme on dit. Et elle va, pendant les années d'instruction, représenter en tant que partie civile toutes les familles, c'est-à-dire les familles des 10 victimes de la tuerie du bar du téléphone. Alors, oui. Et on la retrouvera donc tout à l'heure parce que elle pense, on peut le dire, en tout cas c'est ce qui ressort de la conversation que vous avez eue avec elle. Elle est persuadée qu'on ne saura jamais officiellement. Oui, elle est persuadée que des gens savent, mais que personne n'a intérêt à le dire. Ouais. En même temps, elle rejoint une partie des enquêteurs sur le fait que la piste du grand banditisme des parrains de l'époque à Marseille est totalement fausse et a été écartée. Et elle pense plutôt, comme beaucoup de policiers, qu'au départ c'est une embrouille. Personne n'a commandité ce massacre. C'est une embrouille qui dérape. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment, qui vire au carnage, mais elle a son idée, tout en pensant que l'enquête n'a pas forcément voulu chercher dans la direction où il fallait. On l'entendra tout à l'heure. Alors, il faut ajouter une chose, c'est que on l'a évoqué rapidement. On sait qu'il y avait vraisemblablement 3 personnes, d'autres témoins. Enfin, il y a pas de témoins finalement. Il y a quelques personnes qui. Il y a un survivant. Il y a cette femme, mais qui était à l'étage, donc a priori n'a rien vu. Qui dit les avoir vus quand même dans le document qu'on a entendu il y a un moment. Et puis il y a les douilles, ces fameuses dizaines de douilles qu'on a retrouvées sur la scène de crime et qui indiquent que ces douilles émanaient de 3 armes différentes. Donc on peut penser qu'il y avait trois auteurs. Mais donc des indices assez maigres pour démarrer une enquête. Évidemment, comme c'est du jamais vu en France, toute la presse évidemment s'intéresse à cette affaire. Et le 5 octobre, donc 2 jours après, 5 octobre 1978, Honoré Gévaudan, qui est à l'époque le directeur des affaires criminelles au ministère de l'Intérieur, s'exprime notamment au micro RTL de Roselyne Arnaud. Et écoutons le contenu de cette déclaration qui est évidemment, il faut s'en souvenir, faite à peine 2 jours après le début de l'enquête. Cette affaire est une affaire qui me paraît, au sens étymologique du mot, extraordinaire, par évidemment le nombre des victimes dans un petit café d'un quartier tout de même assez paisible de la ville de Marseille. Nous sommes en train de travailler sur toutes les hypothèses que nous connaissons sans en éliminer aucune. Nous sommes en train de faire un travail sur les victimes elles-mêmes, sur le patron du café, sur les gens qui ont été tués au cours de cette occasion, une enquête de voisinage également, et nous essayons de remonter et de trouver un fil sur lequel, le cas échéant, nous tirions pour essayer de réussir cette affaire-là et d'arriver à découvrir les coupables de ces actes, de cette ignoble tuerie. Et ce que je peux vous dire, enfin, sans dévoiler des secrets, c'est que nous ne pensons pas, tant que nous sommes ici, qu'il s'agisse des grossions du milieu. Ce ne sont pas des gros professionnels, mais ce sont certainement des amateurs très doués. Des amateurs très doués, selon Honoré Gévaudan. Bonsoir Jean-Louis Pietri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à vous exprimer sur cette affaire. Je voudrais simplement préciser que vous êtes écrivain et romancier, ça c'est votre vie d'aujourd'hui, et vous êtes également ancien commandant de la PJ de Marseille pendant les années pendant 20 ans, 1977, 1997. Vous étiez membre de la brigade criminelle à l'époque ? Exactement, oui, du groupe de répression du banditisme, ça s'appelait comme ça, c'était un groupe chargé du grand banditisme à Marseille. Voilà, et de temps en temps, vous fouillez dans vos souvenirs aussi pour les besoins d'un certain nombre de vos livres, comme Marseille Opus Mafia, je crois qu'il est le dernier, paru à la Manufacture du Livre en 2012. Alors là, en fait, vous arrivez parmi les premiers sur cette scène de crime.
Oui, j'arrive parmi les premiers, mais j'arrive en tant qu'observateur, bien sûr, parce que c'est la Sûreté urbaine de Marseille qui est saisie de l'affaire, et la PJ ne sera saisie que 3 semaines plus tard. Alors, c'est un handicap au départ pour les gars de la PJ quand même, puisque en 3 semaines, je vous laisse penser comment ont été labourés les champs de l'enquête, largement labourés, retournés par les policiers de la sûreté urbaine, premier saisi de l'affaire, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ça pose une difficulté pour mener l'enquête, mais vous voulez dire parce que des indices peuvent avoir disparu ou des gens ont eu le temps de réfléchir pour ne pas parler? Oui, il y a ça, et puis ce sont les services de la criminelle de la sûreté, sans esprit de médisance, ne sont pas très heureux d'avoir été dessaisis d'une telle affaire, et ils vont continuer à œuvrer aux marges de l'enquête, ce qui par moment va un peu brouiller les cartes quand même. Ouais. Quand vous arrivez sur place, vous êtes saisi aussi par l'horreur de ce drame? Ah ben oui, on peut pas rester insensible à ça. C'est abominable. Parce que la vision est une vision d'horreur, quoi. Oui. Alors, on va faire une chose, Jean-Louis Pietri, on va faire une pause tout de suite, et puis on va se retrouver ensuite parce il va falloir parler des hypothèses. On l'a dit, il n'y a pas de vérité judiciaire, mais il y a quand même des pistes qui vous paraissent à vous aussi plus sérieuses que d'autres. On en parle avec vous, et on en parlera aussi avec le journaliste José Darigo, pour j'allais dire l'hypothèse grand banditisme, mais qui semble ne pas tenir le coup dans cette affaire. À tout de suite. L'heure du crime. Sur RTL. Alors nous en venons maintenant avec mes invités aux différentes hypothèses qui ont pu être émises et à cette enquête difficile qu'évoquait Jean-Louis Pietri à l'instant. Je rappelle, Jean-Louis Pietri était à l'époque commandant de la PJ de Marseille. Il n'a pas fait l'enquête, mais il était, j'allais dire, en observateur, disiez-vous, Jean-Louis Pietri, un des premiers sur la scène de crime. Alors maintenant, c'est à la fois évidemment à celui qui était là au moment où quasiment où les choses se sont passées, et puis aussi à l'ancien policier que je m'adresse. Est-ce que vous avez une hypothèse, vous, sur les raisons pour lesquelles on a pu aboutir à un tel massacre qui n'avait jamais été vécu dans une affaire criminelle en France à l'époque, en ce qui concerne la pègre? Oui, j'ai une idée, c'est d'ailleurs pas la mienne, c'est l'idée des enquêteurs de police judiciaire qui vont mener l'enquête. Parmi les voyous qui sont dans ce bar, ce sont des petits voyous, mais en réalité, il n'y a que 3 personnages qui appartiennent à la petite voyoucratie marseillaise. Les autres sont tous d'honnêtes gens. Vous avez l'épicier du coin, vous avez un gamin qui vient fêter au bistrot la réussite à son de conduire. Ouais. Donc, mais vous n'avez pas de gros voyous. J'ai écouté Honoré Gévaudan quand il évoque des petits voyous. Je me souviens plus la formule que l'on emploie. Des amateurs très doués. Voilà, très doués. Ouais. Mais en fait, très rapidement, les enquêteurs qui sont saisis de l'affaire, les enquêteurs de PJ vont s'orienter vers la piste qui est sûrement celle qui est la plus logique et la plus vraisemblable. C'est une chicaya, je dirais, une affaire banale de rivalité entre proxénètes. Et c'est celle-là, l'affaire, le fond de l'affaire, il est là, il est dans cette querelle de proxénètes. C'est tellement banal qu'au début on a du mal à y croire, quoi. Oui, Geoffroy Tomasovic, vous évoquez évidemment cette hypothèse aussi. Elle vous semble la plus plausible, oui, effectivement, plausible, puisque, comme l'a dit Monsieur Pietri, parmi les 10 victimes, il y avait un proxénète qui venait de sortir de détention.
Pendant son séjour en prison, on lui aurait plus ou moins piqué l'exploitation d'une de ses filles. Et ce 3 octobre, lui pensait régler un petit peu, négocier avec ses rivaux. Il aurait donné rendez-vous au bar du téléphone. Exactement, donné rendez-vous au bar du téléphone. Ouais. Sauf que les rivaux sont venus non pas pour négocier ou parlementer, mais plutôt pour l'éliminer. Ouais. Et là, selon plusieurs témoignages, l'un des tueurs aurait été reconnu, on lui aurait tiré sa cagoule. Ouais. Et alors là, ils avaient deux choix, soit fuir et en risquant d'être dénoncés plus tard, soit éliminer tous les témoins gênants, et malheureusement ils ont opté pour la seconde solution qui a donné le carnage que l'on sait. Mais effectivement, on revient sur la jeunesse, c'est une embrouille entre des tout petits voyous de Marseille. Alors, cela dit, Jean-Louis Pietri, il y a d'autres hypothèses qui sont arrivées au cours de l'enquête. En tout cas, j'ai relu un petit peu le dossier de presse pour préparer l'émission. Il y a une histoire de fausse monnaie. Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que je crois que l'une des victimes avait été plus ou moins impliquée dans une histoire de faux francs CFA, qui sont la monnaie donc qui était la monnaie de pays africains à l'époque, et du coup on y a vu un règlement de compte d'une bande beaucoup plus sérieuse que celle de petits proxénètes. Oui, il y a eu cette histoire de fausse monnaie, la fameuse valise de fausse monnaie, de fausse devise qui aurait transité par le bar du téléphone. Alors c'est tout à fait exact. Il y a eu des fausses devises qui ont transité par le bar du téléphone. À un détail près, c'est que en 1978, il y avait dans le Grand Marseille 11 bars du téléphone. Il y en avait 11, pas 11. Et dont un qui était à 200 mètres de l'évêché, de l'hôtel de police central de Marseille. Donc, et c'est à la suite de l'emballement médiatique et de la tonne d'informations qu'ont reçues les enquêteurs, qui les a un temps noyés dans les recherches d'ailleurs, mais on a quand même vu l'imbroglio de cette information, parce que effectivement il y avait eu une valise de faux billets qui avait transité dans un bar du téléphone, mais ce n'était pas celui-là. Donc ça fait partie de ces nombreuses affaires qu'on a évoquées à propos de cette tuerie. Vous savez, on a évoqué aussi le trafic d'armes, sous prétexte que dans la poche d'un des morts, on avait trouvé une cartouche de 38 qui n'était pas de fabrication française, vous voyez. Donc ça fait partie vous avez aussi l'histoire du trafic de drogue qui est apparu, parce que dans la poche toujours pareil, dans la poche d'une des victimes, on avait trouvé une demi-dose d'héroïne tellement frelatée que c'en était rikiki. Mais Geoffroy Tomasovic, vous disiez il y a un petit instant que d'après certaines personnes, on va dire, qui ont beaucoup réfléchi à cette affaire, peut-être que la justice s'est pas trop fatiguée, si j'ose dire, pour employer une expression qu'on emploie dans le Midi, pour aller au bout. Quel intérêt, si ça n'est qu'une histoire de petits proxénètes? Pourquoi n'aurait-on pas intérêt à Non, je pense qu'il n'y en a pas. Il y en a pas, d'autant qu'il y a un personnage quand même dans cette affaire dont on n'a pas encore cité le nom, qui est le juge Michel. Ah oui, bien sûr, on va en parler. On va en parler, et qui évidemment on peut pas le soupçonner de pas avoir mis toute sa volonté et toute sa ténacité pour élucider cette affaire comme les autres. Et qui lui était sur l'affaire de la French Connection à l'époque. Exactement, etc. Et qui volait plutôt de succès en succès, alors qu'on n'aura pas eu le temps de mener à terme cette enquête, puisqu'il sera assassiné en octobre 1981, donc alors que le dossier de la tuerie du bar du téléphone était toujours ouvert. Et d'ailleurs, Jean-Louis Pietri, je crois que vous étiez aussi parmi les premiers sur la scène de crime 3 ans plus tard, quand le juge Michel est assassiné. Oui, j'étais non seulement là j'étais le premier sur les lieux, et c'est moi qui ai eu en charge la procédure de cette enquête qui a pris 5 ans de ma vie quand même, jusqu'à ce que je recueille les aveux de l'assassin. Ouais. Et là, donc, vous ne faites aucun lien entre l'assassinat du juge Michel 3 ans après la tuerie du téléphone? Non, il n'y a aucun lien. L'assassinat du juge Pierre Michel, c'est une affaire qui a été élucidée, et donc il n'y a aucun lien imaginable entre les deux affaires.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir évoqué ce souvenir vieux de maintenant de 40 ans. Merci infiniment, Jean-Louis Pietri, et je renvoie tout le monde à la lecture de votre dernier roman, Marseille. C'est un roman d'ailleurs ou un document, Marseille Opus Mafia? Alors, je vais vous contredire, Jacques. Oui. C'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Non, le dernier, c'est La Malfamée, Marseille, années 30. Ah. Vous voyez, si vous voulez tout connaître du banditisme marseillais dans les années 30, ah ben voilà. celui-là. Marseille, années 30. Merci infiniment, bonne soirée. Merci à vous. Dans un petit instant, on va retrouver José Darigo, donc pour parler de l'hypothèse quand même du grand banditisme, et ensuite maître Eliane Keramidas du barreau de Marseille, qui a été l'avocate des victimes du massacre. Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Avec Geoffroy Tomasovic qui signe la page consacrée ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France aux 40 ans de la tuerie du bar du téléphone, avec tous mes autres invités, Jean-Louis Pietri, l'ancien policier de Marseille à l'époque, qui vient de rappeler à la fois ses souvenirs et ses hypothèses de policier, et maintenant José Darigo. J'allais dire que vous avez été longtemps journaliste au Méridional, vous avez été correspondant du Figaro, du Dauphiné Libéré, et aujourd'hui vous enseignez le journalisme, hein? Exact, oui, c'est ça. Et vous êtes aussi écrivain, romancier, et vous avez consacré plusieurs ouvrages sur la criminalité à Marseille, hein, dont Marseille Mafia, je voudrais rappeler, aux éditions du Toucan, et puis je le disais au début de l'émission, la seule biographie de Gaëtan Zampa, l'ancien et dernier parrain donc de la pègre marseillaise. Je crois que c'était aux éditions de la Manufacture des livres. Alors, pourquoi on a parlé à cette époque-là, en 1978, de la piste du grand banditisme? Parce qu'il y avait une véritable guerre des gangs qui faisait rage cette année-là. Oui, il y avait la guerre, si vous voulez, entre Danny Zampa, qui était un peu le caïd du milieu à l'époque à Marseille, puis sa guerre avec Francis Van Verberg, dit le Belge. À ce moment-là, il y avait peut-être déjà une dizaine de morts depuis en quelques mois, vous voyez, et on a tout de suite cru que c'était encore un des épisodes de la guerre opposant Danny Zampa à Francis le Belge. C'est faux, comme l'a dit le commandant Pietri très justement, et puis aussi Geoffroy Tomasovic, c'est une simple querelle entre proxénètes qui a dégénéré. Alors ce que je sais moi, par contre, qui est un peu, je pense qu'il y a un double mobile, si vous voulez. C'est une des victimes s'appelle Marcel dit le fou, qui a été éliminé avec Guy, dont je cite pas les noms pour ne pas attenter à la mémoire des familles, vous comprenez. Donc ces deux-là sont des jeunes, ils ont 28 ans, 26 ans, ils se lancent dans le banditisme, ils sont proxénètes. L'un vient effectivement de sortir de prison, l'autre, Marcel, n'a pas été éliminé pour rien. Ça n'a jamais été dit. Pourquoi? Parce que 4 mois au préalable, la veille de Noël, dans un bar du Vieux-Port, il a tiré sur Louis. Et Louis, je dis pas son nom évidemment. C'est un des patrons du bar de la station, rue de Lyon à Marseille, qui a été soupçonné par la police judiciaire, ainsi que son frère Christian. Et soupçonné probablement à juste titre, parce qu'ils ont fait une expédition punitive à double objectif, pas seulement pour éliminer un concurrent qui lui avait piqué Paulette, une bonne gagneuse, si vous voulez. Vous connaissez même les prénoms, dis-toi. Hein. Si ça vous intéresse, Jacques, vous me rappellerez après, je vous dirai. Ça veut dire simplement, quand on dit que vous êtes un spécialiste du grand banditisme à Marseille, vous savez de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a, comme toujours dans ces cas-là, quelqu'un qui est sur place, qui est dans le bar du téléphone, qui va jouer le dénonciateur, qui va appeler en douce au téléphone son clan. Louis, Christian, Pizza, c'est le surnom du troisième, et il leur dit attendez, ils sont là. Point barre, ils sont là. Vous savez, on s'embarrasse pas de scrupules ni de littérature. On raccroche. Et effectivement, 4 minutes après, 8h15, le 3 octobre 78, ça débarque avec un armement assez lourd et des fusils à canoncier, des 11-43, des 9 mm, en fait toutes les armes en vigueur à l'époque. Je présume qu'aujourd'hui, ça serait des calaches, vous voyez. D'accord. Et donc, il se dirige vers qui? Il se dirige dans le bar du téléphone sur la gauche, parce que quand on rentre, le bar est à gauche. Et à ce moment-là, ils vont directement sur Marcel et sur Guy, et il leur loge une balle dans la tête. Autrement dit, le contrat est terminé.
puisqu'ils ont vengé l'agression du susnommé Marcel, et puisque Louis a été quand même assez sérieusement blessé aux jambes à cette occasion-là, et quelques mois plus tôt. Et puis, à ce moment-là, si vous voulez, ils devraient partir. Ils devraient partir et s'éclipser. Leur beau-frère Bat, il se donne le surnom toujours, est en couverture dehors. Tout va bien, la voiture est quasiment en marche. Ils sont à 10 minutes de leur fief, le bar de la station. Tout va bien. Sauf que il y a une barbe qui tombe, un postiche qui tombe d'un tueur. Et parce qu'il y a probablement un des clients un peu avinés qui l'a bousculé au moment de la fuite. Et à ce moment-là, ils se regardent et c'est la loi du milieu. On élimine tout le monde. Là, Tomasovic et Pietri ont raison. On élimine tout le monde parce qu'ils ont été détronchés, comme on dit à Marseille, c'est-à-dire reconnus. Et même leur nom commence à circuler dans le bar, c'est fini. Là, c'est panique générale, panique à bord. On élimine des jeunes qui n'ont strictement rien à voir avec le banditisme. Ils sont là, comme l'a dit le commandant Pietri, pour fêter le permis de conduire. Voilà. Ce qu'il faut dire, parce que là, je pense que personne ne vous le dira, mais ça a été sous-entendu déjà par Tomasovic. Il y avait non pas, comme il l'a dit lui-même, des services un peu concurrents. Ça, c'est un euphémisme, monsieur Tomasovic. Il y avait une véritable guerre. C'était Jean-Louis Pietri qui disait ça tout à l'heure. Voilà. Il y avait une véritable guerre entre la police judiciaire et la sûreté urbaine, parce que, si vous voulez, les uns avaient, chacun avait, l'idée de réussir les affaires en premier. Vous voyez, cette guerre qui a duré des années et qui a permis d'ailleurs de couvrir des tueurs comme Roland, je ne dis pas son nom non plus, lui-même qui était impliqué dans l'affaire Jean de Broglie. Enfin, tout ça est une affaire de proxénète qui a mal tourné. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, c'est lumineux, avec les prénoms et les surnoms, en tout cas. Je vous remercie. J'ai les noms, les heures, les dates, les minutes, tout ce que vous voulez. D'accord. Mais enfin, il y a 40 ans, maintenant, il y a prescription de toute façon. Quoi qu'il arrive. Je vous remercie beaucoup, José Darigo. Dans un tout petit instant, nous allons donner la parole à celle qui a été l'avocate de la plupart des victimes de cette tuerie du bar du téléphone. Maître Eliane Keramidas. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Émission ce soir en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Le journaliste du Parisien Geoffroy Tomasovic vous raconte depuis le début de cette émission ce fait divers absolument dramatique, parce qu'il y a eu 10 victimes, 9 qui sont mortes sur le coup, une personne qui était grièvement blessée. Donc tout le monde espérait, les enquêteurs, Geoffroy Tomasovic espérait qu'il ne meure pas, et puis il a succombé à ses blessures, il est décédé. Voilà. Alors il y a ce côté énigme, ce côté cold case, puis par la force des choses, on n'a pas de vérité judiciaire, mais enfin il y a quand même des pistes qui se précisent hautement, si on en croit José Darigo, Jean-Louis Pietri, vous-même, et puis ce que vous a dit et ce que vous avez publié ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, de votre conversation avec Maître Eliane Keramidas. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de continuer cette conversation à propos du bar du téléphone. On disait que vous avez été l'avocate des familles de victimes de ce massacre que vous connaissiez pratiquement toutes. À l'époque, vous aviez 30 ans? Oui, j'avais une trentaine d'années, et c'est vrai que il y avait un effet de mode qui consistait, quand on avait un client dans un quartier, souvent on en avait plusieurs familles du même quartier qui venaient nous rendre visite par le bouche à oreille, et c'est comme ça que je me suis retrouvée défendant toutes ces familles qui étaient ces 11 familles finalement, parce qu'il y en a eu 11 qui ont été touchées par ce drame. Voilà. Oui, dont une personne qui avait survécu, un véritable miraculé. Il y a eu un miraculé, Jean. Alors j'entends qu'on ne dit pas les noms, donc je les dis plus. Ce Jean, dont le frère Noël avait été assassiné dans le bar, qui lui s'est échappé, est arrivé à échapper au tueur. Je pense que dehors il y avait d'autres personnes qui étaient en planque ou qui étaient là pour garder la porte, si je puis dire. Et ce Jean est arrivé à courir sur plusieurs centaines de mètres. On lui a tiré dessus, il est passé à travers les voitures et les balles, et il a pu, ce jour-là, le 3 octobre, sauver sa peau. Sauf et il n'a jamais témoigné. Il a témoigné auprès des enquêteurs. Alors
Il était témoin, bien entendu. Personne n'en parle jamais, ce qui est quand même un peu étrange. Mais il était témoin, il était même le seul témoin, à part bien sûr les deux femmes, Madame Léonie et sa fille, qui ont été épargnées, puisque les tueurs, lorsque la fille de Madame Léonie est descendue du premier étage, elle s'est trouvée face à un tueur qui la menaçait de son arme, et quelqu'un aurait crié non. Un des 3 agresseurs aurait crié non, pas les femmes. Donc elle a été épargnée. Mais lui, ce Jean, il a pu sortir par une porte dérobée, je ne sais pas comment il a fait, et il a couru dans la rue Finat du Clos, et il a pu échapper aux balles. Sauf qu'un an plus tard, on ne l'a pas raté. Voilà. Ouais. Et vous pensez que il a été assassiné donc un an plus tard, ce que j'avais compris. Mais bien sûr qu'il a été assassiné. Oui, il a été assassiné un an plus tard, dans des conditions terribles aussi, parce que il faut comprendre, ce garçon dont le frère était mort dans cette tuerie, qui était donc fragilisé, qui se savait traqué, qui se savait en danger, qui se savait être l'unique témoin, pas l'unique puisqu'il y avait ces 2 femmes, mais enfin le témoin de l'affaire, et donc qui s'est constitué partie civile dans la mesure où il était constitué partie civile par mon intermédiaire, il ne pouvait plus véritablement prêter serment comme un témoin. Donc je ne sais pas si les policiers ont cherché vraiment à savoir ou pas savoir, parce que lui savait. Bien sûr. Alors, il avait vu, et donc il avait identifié un ou plusieurs des tueurs. Évidemment, il y a un garçon qui a cherché à s'échapper. Et en bousculant les 3 tueurs, on a démasqué un. Je crois que, contrairement à ce que dit José Darigo, il lui a arraché cette espèce de masque qu'il avait, et donc il était à nu. Donc partant de là, à partir du moment où il y en a un qui est reconnu, c'était fini pour la bande. Mais ce que je comprends pas, c'est que la police, sachant que un d'entre eux avait été reconnu et démasqué, comment se fait-il, ça reste le gros point d'interrogation de ce dossier, que la police n'ait pas plus investigué pour savoir qu'est-ce que cet homme faisait là, qu'est-ce qu'il venait chercher. Alors, j'entends José Darigo qui parle d'une histoire de proxénétisme. Moi, je n'y crois pas du tout. Franchement, croyez-vous, parce que comme le temps nous a un peu compté, moi j'avoue que en lisant d'ailleurs ce qui a été publié ce matin dans le Parisien, c'était la question que j'ai envie de vous poser. Mais vous, quelle est votre conviction? Ma conviction, si j'en avais une, je vous la dirais pas, parce qu'il y a eu 10 ans entre nous là. Le 3 octobre 79 et le 30 septembre 89, il y a eu 10 ans pendant lesquels la police aurait cherché, aurait enquêté, et ensuite ça s'est terminé par un non-lieu. Donc 10 ans, c'est pas rien. Ça laisse le temps quand même de chercher, de comprendre, de voir les pistes, de faire des investigations. Bon, d'accord qu'à l'époque, dans les années 70-80, la police n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Non, il n'y avait pas la police scientifique. C'est vrai. Voilà, d'accord aussi que c'était une époque un peu... C'était un brûlot, Marseille, à ce moment-là, entre Vandenberg, le Matimber, le Zampa et tout ça. Oui, bien sûr. Mais alors, vous n'avez pas de conviction, ou vous en avez une, mais vous voulez pas nous la dire, mais est-ce que vous avez une hypothèse préférée? Ce sera votre dernier mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà. Très bien. Ça vous convient? Ah, mais parfaitement. On a tout à fait compris. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, maître, d'avoir évoqué cette affaire. C'était maître Eliane Keramidas, donc du barreau de Marseille. Et je vous invite à vous reporter au Parisien de ce matin si vous n'avez pas encore lu. Et vous aurez comme ça un aperçu beaucoup plus complet de la longue conversation qu'elle a eue avec Geoffroy Tomasovic. Je vous remercie beaucoup, Geoffroy. Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée. À demain.